Bonjour, notre invité est Dr Assogba Kwasi, sociologue du développement. Avec lui, nous allons parler du Togo et de la décentralisation et innovation en agriculture. Dr Assogba Kwasi, bonjour. Bonjour Samuel. Merci de répondre à notre rendez-vous. La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer les compétences administratives de l'État vers les entités locales distinctes de lui. On va avec Dr Assogba, comme je l'ai déjà dit, parler de la décentralisation et de l'innovation en agriculture. Première question à vous, docteur, pourquoi la décentralisation? Pourquoi la décentralisation? Je donnerai 4 réponses. La première, c'est d'abord, sur le plan social, la décentralisation effectue un rapprochement de services publics vers les usagers. Et à ce titre, les décisions des dépenses publiques pour satisfaire les demandes sociales sont prises à un niveau qui n'est plus lointain du gouvernement central. La deuxième chose, sur le plan géographique, c'est que la décentralisation permet de concevoir un développement local et harmonieux et qui tient compte aussi des spécificités de chaque milieu. En troisième lieu, sur le plan économique, la décentralisation permet une répartition plus efficace et plus harmonieuse des richesses. Si tout cela est réuni et qu'il y a de la redevabilité et de la réciprocité des acteurs publics, la décentralisation donnerait l'avantage aux gens de ne plus résister à payer les impôts, les taxes et les redevances pour financer leur propre développement. Alors, docteur, quel rapport à l'agriculture familiale? Quel rapport à l'agriculture familiale? Dans la dernière partie de ma réponse, c'est le financement du développement local. Le paiement des impôts. Ça relève du ressort de l'État. C'est sa prérogative. Les taxes et les redevances peuvent être payées au niveau des collectivités. Les impôts, là où ça doit avoir des réjaillissements sur le financement du développement local, c'est qu'il y a un système de péréquation. Et il faudra que l'État réunisse les impôts, fasse la péréquation en fonction des critères qu'il a mis en place et savoir quelle proportion doit aller à quelle collectivité en fonction de son échelle de développement. Alors, docteur, on a différentes sortes de décentralisation. La décentralisation des finances, la décentralisation politique, la décentralisation administrative et tant d'autres également. Alors, quand on prend l'agriculture familiale, dans quelle sorte de décentralisation on doit mettre cela et pourquoi? Bon, je mettrai l'agriculture dans le contexte où je la présente, je la mettrai dans la décentralisation politique, dans son aspect du financement du développement. Parce que, d'abord, l'agriculture elle-même, c'est la plus ancienne des activités et elle est munie pour amener d'abord des ressources dans les ménages pour nourrir des populations sans cesse croissantes et dans un aménagement du territoire et dans une pratique autant technique, religieuse que rituelle pour préserver la ressource naturelle pour d'abord les contemporains et pour aussi la postérité. À partir du moment où c'est rangé dans un cadre d'activité économique, c'est en cela que je la rapproche beaucoup plus d'une décentralisation politique dans la dimension de financer le développement. Et
qu'est-ce qui peut être taxé pour que cela rapporte des revenus ou des recettes pour la collectivité décentralisée. D'abord, le premier capital de l'agriculteur, c'est son foncier. Et c'est cette dimension qu'on maîtrise la moins. Parce que dans nos collectivités décentralisées, il n'y a pas un cadastre, pour le moment, il n'y a pas un cadastre rural. Or, s'il faut planifier la production agricole au niveau de la collectivité territoriale, il faut d'abord connaître ce capital-là avant de savoir quoi produire là-dessus et quelle spécificité de culture il faut produire là-dessus. Cette dimension, pour le moment, nous manque. Et ce foncier, lorsqu'on connaît son étendue, c'est sur ce foncier-là que l'État pourrait opérer des prélèvements, un prélèvement qu'on appelle impôt foncier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'agriculteur menant des activités économiques est assujetti, comme tout le monde, à payer un impôt sur ses revenus. Et la troisième chose, les marchés locaux qui sont dans les régions, c'est des infrastructures publiques sur lesquelles on devait avoir des taxes. Et c'est pour cela qu'au niveau des marchés, on perçoit des taxes. Je ne parlerai pas pour le moment de redevance parce que la redevance, c'est aussi des taxes, mais c'est à des échéances bien déterminées, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Par exemple, la redevance que nous payons pour l'eau ou l'électricité, c'est mensuel. Pour la boîte postale, c'est annuel. Tout dépend. Donc, tous ces prélèvements, on les rassemble dans le langage commun en termes d'impôts. Tous ces impôts-là, au niveau de la collectivité territoriale, peuvent financer le développement. Mais dans notre cas particulier, le problème que pose la relation entre l'agriculture qui doit financer le développement local, le problème que ça pose, c'est que cette agriculture est défiscalisée. Je crois depuis 1978, les paysans sont exemptés du paiement des impôts. Donc, pour le moment, ne contribuent pas réellement au développement des collectivités décentralisées. L'opération avait été faite par les gouvernants probablement pour aller dans le sens de l'action sociale, pour alléger le poids de la pauvreté en milieu rural. Mais seulement, la mesure n'a pas été bien mûrie avant d'être prise. Pas bien mûrie parce que on enlève aux agriculteurs une partie de leur citoyenneté. La partie devoir. Et ils ne peuvent avoir que des droits. Et cela nous a poursuivis. Et on ne sait désormais que réclamer des droits. On n'est pas dans les devoirs. Et ça, je ne vois pas très bien le gouvernement prochain qui va demander aux paysans de payer des impôts sans avoir d'erreur. Mais il faut payer des impôts. Ils sont des citoyens comme tous les autres. Il y a une catégorie de citoyens qui payent des impôts aujourd'hui, mais cette catégorie de citoyens ne paye pas d'impôts. Mais comment alors la charge publique pour accéder ou pour fournir, pour remplir la demande sociale, comment cela va être financé? Excusez-moi de dire que c'est un peu scandaleux qu'on reçoive de l'Union européenne de l'aide qui est issue des impôts du contribuable européen, mais nous-mêmes, on refuse à une partie de la population de payer des impôts. Ce n'est pas citoyen. Donc, il y a
ce clivage-là, pour le moment, qui fait que les communes en milieu rural n'auraient pas suffisamment de ressources si ce n'est pas l'État par le système de péréquation qui les aide à évoluer. Voilà le problème que pose la relation entre l'agriculture familiale et la décentralisation. Alors, vous avez parlé de ce clivage-là. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enlever, docteur? Il nous faut une autre éducation, même depuis l'école primaire, pour montrer aux citoyens, agriculteur soit-il, qu'il est assujetti, en tant que citoyen, il est assujetti d'impôts. Ça peut prendre 50 ans. Parce que ceux qui vont venir, ou ceux qui sont là, actuellement dans le système, ça va leur être difficile de dire à ceux à qui ils ont enlevé les impôts, de leur dire, désormais, vous allez payer l'impôt. Ceux qui vont venir, si jamais il y a alternance, ceux-là aussi auraient des difficultés pour dire aux gens qui sont déjà habitués à ne pas payer des impôts depuis plusieurs années, de payer des impôts. C'est à travers une autre éducation que l'on pourrait amener les citoyens à comprendre que, en tant que citoyen, ayant des droits et devoirs, il a l'obligation de payer des impôts. Maintenant, selon vous, quel est le rapport entre la décentralisation et le développement? Décentralisation et développement. Lorsqu'on parle de développement, je considère trois choses. Il y a d'abord le faciès cartographique du milieu, l'aisance des personnes qui vivent dans ce milieu et le vivre ensemble dans ce milieu. Lorsque nous prenons l'aspect faciès cartographique, quand vous rentrez dans un milieu, la première chose qui devrait vous frapper, c'est les bâtiments, c'est les routes, c'est la propriété de la cité, c'est ce qui vous frappe d'abord. Et là, lorsqu'il y a décentralisation, il me semble que c'est plus facile de planifier ce changement du faciès cartographique à l'échelle infra-étatique ou infra-géographique que de le faire dans un cadre global où le contrôle est dérisoire. L'aspect vivre dans un certain bonheur, et c'est la question du bien-être, c'est accéder au moins à des services sociaux comme l'électricité, la santé, l'eau potable, l'hygiène, etc. Je prends seulement l'aspect du ramassage et du traitement des ordures ménagères. De ce point de vue-là, il me semble que lorsque on se situe à un niveau petite échelle, le ramassage et le traitement se ferait beaucoup mieux que de se trouver dans un cadre générique. Et en même temps, la question du vivre ensemble. Le vivre ensemble nous amène dans des espaces publics où on peut créer la convivialité. Par exemple, les arts ludiques, les cinémas, les théâtres. C'est facile de les avoir à ce niveau, mais il faut une formation pour le faire, parce que quand on dit comédie, ce n'est pas être ridicule. C'est une science, c'est à apprendre pour pouvoir égayer les gens lorsqu'ils veulent avoir un temps de loisir. Donc, pour moi, les trois dimensions-là, il faut avoir suffisamment de ressources pour les payer, parce que ce n'est pas gratuit. Aller satisfaire à son loisir ne se fait pas gratuitement. Il faut avoir la ressource pour ça. Alors, au finish, d'une manière ramassée, quel côté positif on peut avoir au prime abord de la décentralisation, puisqu'on va parler également de l'agriculture familiale et de l'assemblage des deux. D'abord de la décentralisation. L'avantage qu'on a de la décentralisation, c'est que la gouvernance se fait à une petite échelle. C'est de l'action publique également. Mais la gouvernance se fait au niveau d'une petite échelle. Bon, pour le moment, décentralisation et déconcentration sont en train de faire
ménages. Le chercheur sénégalais Djibril Diop fait la métaphore en disant que décentralisation et déconcentration sont les deux mamelles d'une même mère État. Nous autres héritons d'un système colonial qui n'a pas fait beaucoup l'expérience de la décentralisation. Je vais parler de la France. La question de la décentralisation en France est une décentralisation inachevée. En ce sens que il y a d'abord le jacobinisme qui est toujours présent dans les prises de décision françaises. Nous avons hérité de cela et c'est la même chose que nous faisons. Pas que c'est trop mauvais, seulement quand on compare la décentralisation de la France dont nous avons hérité du système par rapport à ses voisins. La Suisse, par exemple, c'est des cantons et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle ça la Confédération helvétique. C'est des cantons, c'est des petits cantons où on parle plusieurs langues. Ici, on nous aurait parlé d'ethnie. On nous aurait parlé d'ethnie et de manière réductrice. Ce n'est pas... Quand on prend la Suisse, les Italiens ont leur canton, les Romains ont leur canton, etc., etc. Quand on prend l'Angleterre, il y a l'Écosse, le pays du Galles, l'Air, l'Angleterre, qui constituent le Royaume-Uni, mais ont connu, depuis la nuit des temps, un système complètement décentralisé. Dans le cas de la France, le jacobinisme est tel que les décisions sont prises à Paris. Si nous prenons l'Allemagne, la Bavière et autres qui sont des régions, c'est la même gouvernance locale, l'Italie, etc. Donc la France est le pays où la décentralisation a un goût inachevé et c'est ce système-là que nous avons importé. Pas que c'est trop mauvais, on pourrait faire avec, seulement si nous-mêmes nous voulons un développement véritablement décentralisé, parce que c'est en 2019, lors des élections municipales, que ça a pris effet. Sinon, depuis 1961, dans les papiers, il y avait déjà la décentralisation. Les avantages qu'on pourrait prendre là-dessus, si nous-mêmes on le veut, c'est une question de courage politique. Si on le veut, et à petite échelle, on pourrait, à mon avis, donner ces trois aspects-là, le changement du faciès cartographique, le bien-être et le vivre ensemble. Et l'agriculture familiale, docteur, cette agriculture est considérée comme on ne peut plus limiter, qu'on se réfère déjà à son nom. Ok. La question de l'agriculture est d'abord une question vaste et une question épineuse. Moi qui suis en face de vous, je suis fils de paysan. Mais mon père ne m'a pas envoyé à l'école pour que je revienne à la terre. Si je retourne à la terre, socialement, c'est un échec pour la famille. Voilà. Parce que on nous a envoyé à l'école, nous sommes formés pour accéder à la fonction salariée. Et c'est ça qui donne l'ascension sociale à la famille et à tout le village. Retourner à la terre serait pour eux véritablement un échec. C'est qu'il y a eu un désamour du métier. Un désamour du métier parce que ce métier est appris sur le tas. Il n'y a pas des écoles pour faire l'agriculture que j'ai apprise avec mes parents. C'est une agriculture sur le tas. Donc c'est dans les écoles supérieures d'agronomie que je suis allé apprendre l'agriculture. Mais je n'ai pas appris l'agriculture pour être un professionnel de l'agriculture. J'ai appris l'agriculture pour encadrer les professionnels de l'agriculture. Et dans cette mesure, l'agriculture que nous avons apprise
dans ces facultés, dans ces grandes écoles, c'est une agriculture de firme, c'est-à-dire déblayer de grands espaces, utiliser des tracteurs, faire de grandes productions et des transformations. Cette sorte d'agriculture, quand je prends un peu de recul, je dis que ça ne nous conviendrait pas. Il faudra former à petite échelle des professionnels en agriculture qui maîtrisent d'abord leur production, mais aussi leur transformation. Parce que c'est dans la transformation qu'il y a la plus-value. On voit ici et là aujourd'hui des unités de transformation qui se créent par certains, ce que j'appellerais richissimes. C'est exactement la même chose que lorsqu'on mettrait la production de ces petits paysans à l'exportation. C'est exactement la même. Ils vont livrer simplement la matière première. Donc les unités qui sont en train d'être construites, on va simplement leur livrer la matière première et ça ne changerait rien au niveau des producteurs, des petits producteurs, des agriculteurs familiaux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On ne peut pas décréter que les gens se mettent en coopérative. Si c'est décrété, le but pour lequel on leur demande de se réunir, si c'est atteint, ils vont se disperser après. Je suis témoin d'un cas à Chamba où, au niveau de la GTZ, on fournissait à certains qui se sont réunis une paire de bœufs, du matériel de labour, etc. Il y a des jeunes qui se sont réunis. Lorsqu'ils ont eu la paire de bœufs, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était d'aller les vendre et d'aller au Ghana. Donc, le but de leur mise ensemble, c'est simplement d'avoir la paire de bœufs. Ce n'est pas pour aller à l'agriculture. Donc, je disais, ça doit être sécurité. Notre encadrement doit favoriser que ces petits producteurs-là se mettent en groupe, surtout au niveau de la transformation. Parce que lorsqu'on prend le PIB au niveau macro, aujourd'hui, il y a une évolution de ce PIB-là. Dans les documentations, nous pouvons lire entre 3,5% et 5%. Mais cela ne se ressent pas dans la marmite de la ménagère, surtout au niveau de la campagne. C'est simplement, à mon avis, lié au fait qu'il n'y a pas un ruissellement de cette augmentation du PIB vers les ménages à travers les coopératives qui se comporteraient comme des PMI ou des PME. Autant qu'on ne favoriserait pas les paysans d'accéder à la transformation de leurs produits et de bénéficier de la plus-value, le désamour de l'agriculture ne ferait qu'augmenter. Et je pense que les réformes qu'on pourrait imaginer de faire devraient aller dans ce sens-là, permettre que l'encadrement au finish fasse que les agriculteurs eux-mêmes se mettent en groupement, en coopérative, etc. INADES a fait un travail important dans ce sens, mais je dirais que la politique n'a pas laissé la place à l'évolution de ce système-là, parce qu'il a réorganisé les producteurs de céréales. Mais ces producteurs de céréales aujourd'hui n'ont pas la possession du mécanisme de la commercialisation à l'intérieur comme à l'extérieur de ce produit maïs. Alors, d'où, quand on voit votre développement, d'où l'assemblage des deux finalement, la décentralisation et l'agriculture familiale, pour terminer. On a créé, disons, des agropoles dans les régions. À mon avis, on aurait pu faire un rassemblement de petits agriculteurs dans ces zones-là. Par exemple, à Kara, où il y a l'agropole gingembre, c'est appelé agropole gingembre, mais c'est les petits producteurs qui animent cet agropole. Ce n'est pas de vastes espaces déblayés, d'ailleurs, qui sont à l'encontre des
des ODD. De ce point de vue, on ne protège pas suffisamment notre environnement. Ouais. Donc, en rassemblant les petits agriculteurs, au lieu de constituer ce qu'on appellerait agropoles, ils peuvent bien faire autant que les agropoles, parce que l'expérience déjà de Kara, l'agropole gingembre de Kara, est un exemple sur lequel on peut s'appuyer pour en faire dans les autres régions où on produit d'autres choses. Par exemple, à Dapao, c'est la tomate. À Moitié, ça va être les fruits, ananas et oranges, et etc. Et etc. Docteur Assoba, merci beaucoup et surtout merci pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On va marquer juste une petite pause et on revient pour Regard Croisé.